Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, surfeurs de l'espace, des vagues au voile cosmique. Imaginons un peu la scène. C'est la fin de l'après-midi, le vent est retombé, la marée descend doucement, Une belle image pour commencer, ouais. n'est-ce pas? On a un surfeur qui est assis sur le sable, sa planche posée juste à côté de lui, et il regarde les dernières vagues arriver sous un coucher de soleil aux teintes orange et pourpre. Sauf que son esprit n'est plus du tout sur la plage, en fait. C'est ça. Il regarde au-delà des nuages, vers le ciel étoilé qui commence à poindre au zénith, et une pensée totalement folle lui traverse l'esprit. Il se dit « Et si je pouvais surfer sur une vague née non pas de l'océan, mais du vide de l'univers lui-même » C'est d'une poésie absolue, franchement. Et c'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Absolument. Les documents sur lesquels on se penche aujourd'hui retracent un échange réel, et je dois dire fascinant, entre un esprit rêveur passionné par la culture du surf et une intelligence artificielle. L'objectif de cet échange, c'était vraiment de prendre cette métaphore poétique et de la soumettre au crash-test impitoyable de la physique quantique et de l'ingénierie spatiale. Et la mission de notre plongée dans ces sources, c'est d'extraire la réalité physique derrière ce fantasme de science-fiction. L'idée, c'est de comprendre comment l'humanité pourrait concrètement surfer à travers le cosmos sans utiliser nos bonnes vieilles fusées chimiques. On va naviguer entre des théories mathématiques qui donnent littéralement le vertige et des projets d'ingénierie très concrets qui existent déjà dans les laboratoires pour les 50 prochaines années. Mais le cadre conceptuel demande quand même une sacrée rigueur, non hein? Totalement. Il va falloir séparer la fantaisie mathématique pure de ce qui est techniquement viable, tout en gardant en tête que les lois de l'univers, quand on les pousse à leur limite extrême, elles dépassent de loin ce que notre cerveau est habitué à concevoir au quotidien, quoi. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par le rêve initial, le fantasme absolu du surfeur d'argent. Ouais, le fameux. Dans les notes, on parle de chevaucher une onde gravitationnelle naturelle. Par exemple, une onde générée par la collision de deux trous noirs massifs. Un événement cataclysmique en somme. Exactement. Mais en lisant ça, j'ai tout de suite bloqué sur un problème de mécanique basique. Dans l'océan, pour qu'une vague te pousse vers l'avant, tu as besoin de la gravité qui te tire vers le bas et de la friction de l'eau sous la carène de ta planche. C'est cette combinaison qui crée la poussée, le fameux drive du surfeur. Voilà. Sauf que dans le vide absolu de l'espace, il n'y a ni eau ni friction. Alors comment est-ce qu'on peut accrocher une onde gravitationnelle ? Le blocage est parfaitement justifié parce que notre intuition navale, elle s'applique pas du tout ici. La différence fondamentale, elle réside dans la nature intime de la vague cosmique. C'est-à-dire ? Contrairement à l'eau de l'océan, une onde gravitationnelle ne déplace absolument aucune matière le long de son axe de propagation. Elle crée pas une bosse matérielle sur laquelle une planche pourrait glisser. Ah, donc il n'y a pas de volume d'eau qui se déplace, en fait. C'est ça. Elle étire et comprime le tissu même de l'espace-temps. Attends, ça veut dire que si je flotte dans l'espace dans ma combinaison et qu'une onde issue d'une fusion de trous noirs me traverse, je ne suis pas poussé en avant. Pas d'un seul millimètre. Si l'onde vous traverse, l'espace qui vous contient serait simplement étiré verticalement tout en étant compressé horizontalement. Puis, la fraction de seconde suivante, étiré horizontalement et compressé verticalement. Ah ouais, comme un chewing-gum qu'on malaxe. Exactement. C'est une déformation géométrique de la réalité. C'est pas un transfert de mouvement cinétique. L'onde, elle traverse les planètes, les étoiles et les astronautes un peu comme un fantôme géométrique, quoi. Donc le surf sur une vague naturelle, c'est mort dans l'œuf. Il n'y a pas de pente, pas de crête sur laquelle s'appuyer. À moins d'avoir une planche de surf qui posséderait elle-même la masse d'une étoile pour interagir avec l'onde, ce qui, on est d'accord, défie un peu l'imagination. Ouais, un peu beaucoup même. C'est justement pour contourner cette impossibilité que la physique théorique propose une alternative radicale. Au lieu d'attendre une vague naturelle impossible à attraper, le vaisseau doit générer sa propre déformation. C'est le principe central de la métrique d'Alcubierre, formulé en 1994. Ah, le fameux moteur à distorsion de la science-fiction, quoi. Les sources expliquent que c'est la capacité de contracter l'espace juste devant soi pour créer le creux de la vague et de dilater l'espace derrière soi pour créer la lèvre de la vague. C'est exactement l'idée. Mais physiquement, comment on tord le vide comme ça ? Alors il faut concevoir l'espace-temps non pas comme un vide, mais comme un tapis roulant tridimensionnel et extrêmement rigide. La relativité d'Einstein nous dit que courir sur ce tapis a une limite stricte, la vitesse de la lumière. D'accord, on ne peut pas aller plus vite ? Voilà. Mais le concept d'Alcubierre ne consiste pas à courir plus vite sur le tapis. Il consiste à manipuler les moteurs du tapis lui-même. Oh, c'est malin. En accumulant une densité d'énergie positive colossale à la proue du vaisseau, on contracte la distance physique.
Et à la poupe, on introduit de l'énergie négative pour forcer l'espace à se dilater. Le vaisseau reste techniquement immobile à l'intérieur de sa bulle. C'est l'espace lui-même qui se déplace autour de lui, en fait. C'est ça. Sur le papier, c'est le surf parfait, quoi. On ne ressentirait aucune inertie, on pourrait passer de 0 à 1 million de kilomètres par seconde sans être écrabouillé contre le fond du siège, puisque localement on ne bouge pas. Ouais, localement, les lois de Newton sont respectées. Mais les obstacles mentionnés dans les sources semblent juste infranchissables. On parle de matière exotique pour créer cette fameuse énergie négative à l'arrière. Ah bah, la matière exotique, c'est un vrai casse-tête. Elle possède une masse négative. Sur Terre, si on pousse un objet, il s'éloigne. Mais si on pousse un objet de masse négative, il accélère vers nous. C'est complètement contre-intuitif. Totalement. Et pour l'instant, ça n'existe théoriquement qu'à l'échelle de minuscules fluctuations quantiques. Et il y a aussi ce problème d'échelle d'énergie, non? Les premiers calculs exigeaient de convertir la masse entière de la planète Jupiter en énergie pure, juste pour allumer la bulle une seule fois. Ouais, l'équivalent de E égale mc², mais appliqué à Jupiter. C'est colossal. Mais les notes mentionnent que le chercheur Harold White de la NASA a retravaillé les équations. Ah oui, pour réduire ce besoin énergétique. Exactement. Il a modifié la géométrie de l'anneau entourant le vaisseau pour le rendre plus épais. Ça a permis de réduire l'énergie requise, passant de la masse de Jupiter à la masse d'une petite sonde spatiale, comme voyageur. C'est un progrès mathématique majeur, hein? Oui, mais ça reste une quantité d'énergie thermonucléaire inconcevable à maîtriser aujourd'hui, faut pas se leurrer. Ce que je trouve fou dans les documents, c'est l'expérience de penser sur les conséquences d'un tel voyage. Imaginons qu'on fasse abstraction des limites d'ingénierie et qu'on ait construit ce vaisseau. On part surfer à 10 fois la vitesse de la lumière. Ok, on y est. Et là, paf, on croise un autre surfeur qui arrive en sens inverse. Les sources décrivent ça comme un cauchemar physique absolu et parlent du boom de Hawking. Qu'est-ce que c'est que ce boom? Ce qui est fascinant ici, c'est l'interaction de la mécanique quantique avec cette bulle géométrique. Le rayonnement de Hawking décrit comment des particules quantiques apparaissent aux frontières extrêmes de la gravité, typiquement autour des trous noirs. D'accord, et sur notre vaisseau d'Alcubierre? Le front de la bulle qui écrase l'espace-temps agit comme un chasse-neige cosmique. Il ramasse des particules quantiques et des rayonnements qui traînent dans le vide, il les comprime et les accumule à l'infini. Le front devient un mire de feu d'une énergie incalculable. Donc, si deux chasse-neige cosmiques lancés plus vite que la lumière se croisent... L'interaction gravitationnelle de ces deux murs de feu créerait une onde de choc capable de déchirer l'espace-temps local. Ça désintégrerait instantanément les vaisseaux et toute matière environnante. C'est terrifiant, hein? Sans parler du fait que, d'après les notes, ils ne se verraient même pas arriver. La vitesse de la lumière est dépassée, ce qui implique une violation de la causalité. Ouais, ça retourne le cerveau. Complètement. Si la lumière du vaisseau met plus de temps à m'arriver que le vaisseau lui-même, dans quel ordre on perçoit les événements, en fait? La physique relativiste nous dit que la vitesse de la lumière est intimement liée à l'écoulement du temps. Voyager plus vite que la lumière équivaut mathématiquement à voyager dans le temps, littéralement. Donc on pourrait arriver avant d'être parti? Selon l'angle et les vitesses relatives, un observateur extérieur pourrait effectivement voir le vaisseau arriver à destination avant même d'être parti de son point d'origine. Et le pire, c'est qu'à l'intérieur de la bulle, l'équipage est totalement isolé. Coupé du monde? Aucun signal radio ne peut rattraper la paroi avant de la bulle pour éclairer le chemin. Parce que cette paroi avance plus vite que l'information elle-même. On navigue à l'aveugle plus vite que le temps. C'est vertigineux. Et le clou du spectacle, c'est quand on s'arrête. Le freinage. Notre surfeur décide de couper son moteur près d'une planète pour adminer la vue. Que se passe-t-il avec ce fameux mur de particules mortelles accumulées sur le nez du vaisseau? Alors là, c'est la catastrophe. La décélération dissipe brutalement la courbure spatiale. Tout ce rayonnement confiné à l'avant, il est projeté vers l'avant en un seul faisceau ultra concentré. Un rayon de la mort, en gros. Les physiciens estiment que l'énergie relâchée pourrait rivaliser avec l'éclat d'une supernova locale. N'importe quelle planète située dans l'axe de freinage verrait son atmosphère souffler et sa surface vitrifiée en une fraction de seconde. Le moyen de transport ultime devient une arme d'extermination à l'échelle planétaire. Super. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puisque notre surfeur est coincé à l'intérieur de cette bulle mortelle sans pouvoir regarder par la fenêtre de manière classique, qu'est-ce qu'il voit réellement? C'est une excellente question. On passe de la mécanique à l'optique pure.
Les sources décrivent la vue depuis l'intérieur de ce tube spatio-temporel. En regardant droit devant, puisque l'espace est contracté à l'extrême, on n'a plus une vue dégagée, si je comprends bien. On parle d'un effet de lentille gravitationnelle. C'est exactement le même principe qu'un verre d'eau qui courbe la lumière des objets situés derrière lui. La concentration de masse et d'énergie à l'avant du vaisseau déforme la trajectoire des photons qui proviennent des étoiles lointaines. D'accord. Au lieu de voyager en ligne droite, la lumière est courbée et concentrée vers le centre. Ça crée l'illusion d'un puits très lumineux, où les étoiles semblent s'agglutiner et briller avec une intensité aveuglante. Et la vitesse ajoute un autre phénomène, l'aberration relativiste. Les étoiles qui sont physiquement sur le côté ou même derrière le vaisseau semblent aspirer vers ce puits à l'avant. C'est comme si le champ de vision se repliait sur lui-même, c'est fou. Ouais, la géométrie du ciel est complètement redessinée par le mouvement. Et sur les côtés de la bulle, l'effet visuel serait totalement chaotique. À cause de la différence de pression de l'espace. C'est la zone de transition, là où l'espace passe violemment de la contraction à l'expansion. La lumière qui tente de traverser cette paroi subirait un effet Doppler extrême. L'équipage verrait des images fantômes d'étoiles, dédoublées, étirées en immenses traînées lumineuses arc-en-ciel, Waouh. avec des couleurs qui glissent du bleu intense au rouge profond, selon la distorsion locale. Un vrai trip psychédélique. Tandis qu'à l'arrière, c'est le néant absolu, non? Puisque l'espace se dilate, la lumière des étoiles situées derrière n'arrive plus à rattraper le vaisseau. L'obscurité totale s'installe dans le sillage. C'est ça, le vide parfait à l'arrière. Mais l'image la plus mémorable de ces documents pour moi, c'est ce qui se passe à la seconde précise où le vaisseau franchit le mur de la lumière. Le fameux anneau d'Einstein. C'est une signature optique vraiment fascinante de la relativité. Au point précis d'équilibre gravitationnel extrême autour du vaisseau, la lumière des étoiles de fond est déviée de telle sorte qu'elle forme un cercle de lumière parfait. Un cerceau de feu cosmique. L'équipage aurait vraiment la sensation visuelle de glisser sans fin à travers cet immense cerceau incandescent. C'est le tube de surf ultime, fait d'optique pure. Sauf que, comme on l'a vu avec les histoires de supernova accidentelles, c'est totalement impraticable. Ce qui m'amène à la deuxième grande partie de nos sources. On revient à la réalité. Exactement. Si tordre l'espace exige trop d'énergie magique et détruit des planètes au passage, comment l'ingénierie moderne compte-t-elle nous faire avancer concrètement, Le document suggère de transposer une technologie navale bien réelle, la MHD ou magnéto-hydrodynamique. J'ai vu ça dans le film À la poursuite d'Octobre Rouge, tu sais, avec Sean Connery? Un classique. Le fameux sous-marin silencieux. Voilà. L'idée, c'est d'utiliser la force de Lorentz. On applique un champ magnétique puissant sur de l'eau de mer salée. On y fait passer un courant électrique et l'interaction des deux repousse l'eau vers l'arrière, ce qui propulse le sous-marin vers l'avant. C'est silencieux et sans hélice. Mais là, je sèche complètement. Comment on transpose une technologie qui a besoin d'eau salée conductrice dans le vide absolu de l'espace? C'est vrai que ça paraît paradoxal. Mais le mécanisme physique sous-jacent est transposable si l'on change juste de milieu conducteur. Dans l'espace, l'ingénierie remplace l'eau de mer par du plasma. Du plasma? Le truc des téléviseurs? Allons, le quatrième état de la matière. Prenez un gaz neutre, comme le xénone par exemple, et arrachez-lui ses électrons. Ce gaz devient alors une soupe d'ions chargée électriquement, capable de conduire le courant de manière exceptionnelle. Ah, donc on recrée notre propre fluide conducteur au sein même du moteur, au lieu de compter sur l'océan. C'est l'essence même des propulseurs à plasma ou moteurs à effet Hall que les agences spatiales utilisent déjà aujourd'hui sur certains satellites. Le moteur ionise le gaz, applique des champs magnétiques et électriques croisés, et la force de Lorentz expulse ce plasma à des dizaines de milliers de mètres par seconde. Ça crée une poussée incroyablement efficace. D'accord, je vois mieux. Mais les sources prennent une direction un peu surprenante ici. Elles insistent sur le fait que la propulsion n'est même pas notre défi le plus mortel. La vitesse, en fait, ça importe peu si on arrive mort à destination. C'est un détail qui a son importance, oui. Le vide de l'espace n'est pas si vide que ça. Il est traversé par le vent solaire et les rayons cosmiques galactiques. Des particules qui voyagent à des vitesses folles et qui, sans l'épaisse atmosphère de la Terre pour nous protéger, déchireraient l'ADN des astronautes au niveau moléculaire en quelques semaines. Et si l'on relie cela à une perspective plus large d'exploration habitée, la survie face aux radiations, c'est vraiment le défi numéro 1. Un blindage classique, en plomb ou en eau, devrait mesurer plusieurs mètres d'épaisseur et pèserait des centaines de tonnes. Ce qui rendrait n'importe quel lancement puis de la Terre impossible. Exactement. C'est ici que la MHD revient sur le devant de la scène, non pas comme moteur, mais comme bouclier héliosphérique.
Le concept s'appelle M2P2 pour mini-magnétosphère à propulsion plasma. C'est là que j'ai besoin qu'on éclaire ma lanterne. Comment est-ce qu'un champ magnétique, qui est immatériel, peut arrêter des particules physiques mortelles? C'est simple en principe. Les particules mortelles du vent solaire et des rayons cosmiques sont chargées électriquement. Or, toute particule chargée en mouvement est déviée par un champ magnétique. C'est une règle fondamentale de l'électromagnétisme. Comme deux aimants qui se repoussent. Voilà, le système M2P2 génère un champ magnétique initial autour du vaisseau et y injecte doucement du plasma. Ce plasma reste piégé le long des lignes de champ, ce qui gonfle le bouclier et amplifie le champ magnétique sur un rayon de plusieurs kilomètres. Ah, donc au lieu d'une armure d'acier super lourde, le vaisseau s'entoure d'une bulle invisible gigantesque. Quand les radiations mortelles approchent, elles frappent cette bulle magnétique et glissent le long des parois immatérielles pour être déviées dans le sillage du vaisseau. Exactement, elle contourne l'obstacle. Pour en revenir à notre métaphore du surfeur sur la plage, c'est un peu comme s'il générait une aura capable d'aplanir magiquement l'eau agitée tout autour de sa planche, quoi. C'est une belle façon de le voir. Une maîtrise totale de l'environnement immédiat. Mais le raisonnement des ingénieurs ne s'arrête pas là, bien sûr. Si l'on est capable de déployer une bulle d'influence électromagnétique de plusieurs kilomètres pour dévier le vent solaire, pourquoi se contenter de s'en protéger? Pourquoi ne pas faire de ce vent une force motrice? Et là, on arrive à ma partie préférée, la voile spatiale. Et c'est à ce moment précis que le document fait une analogie biologique qui m'a vraiment stupéfaite. Les sources évoquent le ballooning des araignées. Le fameux technique de vol des araignées, ouais. J'ai toujours cru que ces petites araignées qui s'envolent dans les airs, elles attendaient juste une rafale de vent pour être emportées. Mais les notes parlent de surf électrostatique, même par temps parfaitement calme. Comment une araignée sans aile peut surfer sans vent? La réponse, elle se trouve dans le champ électrique naturel de la Terre. La surface de notre planète possède une charge électrique globalement négative. Lorsqu'une araignée pratique le ballooning, elle grimpe sur une brindille, elle se dresse sur la pointe de ses pattes. Le fameux tiptoeing. Voilà, pour s'isoler du sol. Elle pointe son abdomen en l'air et expulse des fils de soie. Or, ces fils, ils sont chargés négativement par l'araignée elle-même. La loi de Coulomb. Deux charges identiques se repoussent. Comme la Terre est négative et que le fil de soie est négatif aussi, la Terre agit comme un aimant inversé qui repousse littéralement l'araignée vers le ciel. C'est génial! La force de répulsion électrostatique devient supérieure à l'attraction gravitationnelle exercée sur la masse minuscule de l'araignée. Du coup, elle s'envole grâce au champ électrique. C'est ouf! Transposer cette prouesse biologique à l'exploration de notre système solaire, c'est ce qui a donné naissance, en 2004, au concept de la voile électrique ou e-sail, imaginé par le chercheur finlandais Pekka Jannunen. Ok, donc oublions la voile en tissu d'un bateau classique. Le document décrit un vaisseau déployant des dizaines de fils métalliques. Et les dimensions sont juste absurdes. On parle de câbles plus fins qu'un cheveu humain, mais mesurant jusqu'à 20 km de long. C'est vertigineux, oui. Mais comment un réseau de fils de 20 km peut faire avancer un vaisseau spatial de plusieurs tonnes? Le vaisseau est équipé d'un canon à électrons. Ce canon charge ces longs fils d'une tension électrique positive extrême. Le système solaire, lui, il est balayé en permanence par le vent solaire. Le souffle de notre étoile. C'est ça, un vent composé principalement de protons, des particules chargées positivement, expulsées par le Soleil à des centaines de kilomètres par seconde. Lorsque ces milliards de protons positifs percutent la grille de câbles positive de notre vaisseau, la même loi de Coulomb s'applique. Positif contre positif, ça se repousse. Exactement. La violente répulsion transfère l'énergie cinétique du vent solaire vers les fils. Donc on a une multitude de micro-poussées qui, réparties sur des centaines de kilomètres carrés de réseau, finissent par tracter le corps central du vaisseau. C'est exactement le principe. Mais l'aspect pratique me laisse quand même perplexe. Comment on pilote une toile d'araignée de 20 km d'envergure? Sans gouvernail, sans aileron. Dans l'eau, notre surfeur, il appuie sur les rails de sa planche pour tourner. Comment on fait pivoter cet engin pour ajuster sa trajectoire sans que ces câbles ultra fins ne s'en mêlent et forment un énorme nœud géant? La mécanique des fluides classique est remplacée par la modulation électrique dynamique. Pour virer de bord, l'ordinateur de bord n'utilise aucune pièce mobile. Il augmente simplement la tension électrique dans les fils situés sur le flanc droit du vaisseau, tout en diminuant la tension à gauche. Ah, je vois.
Le vent solaire pousse alors plus fort d'un côté que de l'autre et le vaisseau bascule naturellement sur son axe, ce qui modifie l'angle d'attaque de la voilure géante. Quant au risque d'emmêlement, il est élégamment résolu par la force centrifuge. Attends, le vaisseau tourne sur lui-même Comme une topie, en permanence. le corps central tourne lentement et cette rotation maintient la tension des 20 km de câbles qui rayonnent depuis le centre de manière parfaitement rigide, un peu à l'image des rayons d'une roue de bicyclette monumentale qui naviguerait dans le vide. Ok, c'est visuellement incroyable, mais qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que nos sources insistent pour dire que l'e-sail est l'une des voies les plus viables pour les 50 prochaines années. Mais si la poussée est basée sur la répulsion de particules microscopiques, à quelle vitesse on avance concrètement? On parle d'une accélération initiale d'1 millimètre par seconde au carré. Ça semble ridiculement faible comparé à l'explosion d'une fusée Saturne V. C'est vrai que, sur Terre, avec la friction de l'air et la gravité, 1 mm par seconde au carré, ce serait imperceptible. Mais l'espace est un milieu sans friction. Une fusée chimique brûle tout son carburant en quelques minutes pour acquérir sa vitesse, et ensuite elle dérive passivement. Elle est en roue libre, quoi. Voilà. La voile électrique, elle, ne possède aucun réservoir à vider. Elle accélère doucement, mais elle accélère chaque seconde, de chaque minute, de chaque jour, tant que le soleil brille. Le pouvoir exponentiel de l'accumulation. L'effet cumulé est redoutable. Avec cette accélération continue, le vaisseau pourrait diviser le temps de trajet vers Mars par 2, l'atteignant en seulement 3 ou 4 mois. Et pour les missions lointaines, vers Pluton ou au-delà, la vitesse accumulée pourrait frôler les 50 à 100 km par seconde. 100 km par seconde. Oui, un voyage qui prendrait 10 ans avec une fusée chimique pourrait être bouclé en 3 ou 4 ans. Attends, pause. Si le concept fonctionne et qu'on file à cette vitesse effroyable vers la planète Jupiter, on fait face à un nouveau problème massif, le freinage. Sur les vagues de l'océan, quand la situation devient critique pour le surfeur, il fait un duck dive. Il plonge sa planche sous l'écume pour dissiper l'énergie. C'est indispensable, oui. Comment on freine un voilier électrique de 20 km d'envergure lancé à 100 km par seconde, sachant qu'on n'a pas embarqué de carburant pour allumer des rétrofusées? On s'écrase à l'arrivée? La manœuvre d'arrivée nécessite une chorégraphie orbitale d'une précision chirurgicale. C'est ce qu'on appelle l'aérocapture magnétique. À mi-chemin du voyage, le vaisseau utilise la modulation électrique dont nous avons parlé pour pivoter de 180 degrés. Donc il se retourne. Le réseau de fils positifs fait désormais face au vent solaire, agissant comme un gigantesque parachute électrostatique de décélération. Mais le véritable freinage s'opère à l'arrivée. Jupiter possède le champ magnétique le plus colossal de tout le système solaire. Une magnétosphère monstrueuse, on est d'accord? Et le vaisseau va s'en servir. En s'approchant de Jupiter, il maintient sa toile chargée d'électricité. Lorsqu'un conducteur électrique traverse un champ magnétique puissant à grande vitesse, il se crée une gigantesque force de traînée électromagnétique. C'est la force de Lorentz à l'envers, c'est ça? Exactement. Le mouvement génère un courant inverse qui s'oppose à la direction du vaisseau, le ralentissant violemment, sans friction matérielle directe. Mais j'imagine que si l'on calcule mal la tension des câbles ou l'angle d'approche, ça pardonne pas. La fenêtre d'erreur est pratiquement inexistante. Si la tension électrique est trop élevée face à la magnétosphère de Jupiter, la répulsion est trop forte, le vaisseau rebondit sur l'enveloppe magnétique et il est recraché à grande vitesse vers les ténèbres glacées de l'espace profond. Et dans l'autre sens? À l'inverse, si le freinage magnétique est trop faible, l'engin fonce droit dans les ceintures de radiation extrême de Jupiter, où toute l'électronique et la structure seront instantanément pulvérisées. C'est Titoudoud. Mais si l'ordinateur de bord ajuste la tension des câbles à la fraction de volt près, l'image décrite dans les documents est juste magistrale. Le vaisseau s'arrête en douceur, capturé par la gravité de Jupiter, la grande tache rouge tourbillonne sous le vaisseau, et grâce à l'interaction monumentale du freinage avec le plasma de Jupiter, les câbles de 20 km de long s'illumineraient d'une lueur bleutée. Un immense réseau de néons fantomatiques orbitant autour du géant gazeux. L'énergie de la vitesse serait convertie en un gigantesque feu d'artifice de plasma froid. L'ingénierie se transforme alors en véritable art cosmique. Vraiment. En retraçant l'exploration de ces documents, le cheminement est vraiment saisissant. On est parti d'une intuition pure, presque poétique, celle d'un surfeur observant le ciel. On a confronté ce rêve à la physique d'Alcubierre, réalisant que tordre l'espace-temps créerait des tsunamis de supernovas destructrices. Une impasse à court terme. Ouais.
Puis on a ramené le concept à la réalité en comprenant que l'univers n'est pas un espace vide, mais un océan bouillonnant d'ions, de vents solaires et de champs électromagnétiques. Des boucliers de plasma protecteurs jusqu'à l'incroyable voile électrique imitant le vol électrostatique des araignées, la science prouve qu'il y a des courants à chevaucher là-haut. Ce qui soulève une question hyper importante pour l'avenir, et c'est abordé dans les toutes dernières pages de nos sources. Ce merveilleux vent solaire qui gonfle nos voiles électriques, il n'est pas illimité. Ah bon ? Sa densité faiblit à mesure que l'on s'éloigne de notre étoile. Lorsqu'un vaisseau atteindra l'orbite de Neptune, aux confins du système solaire, le souffle du Soleil mourra. Le surf s'arrêtera tout simplement. La vague s'effondrera. La fin du spot de surf naturel. Le calme plat interstellaire, quoi. La réflexion qui s'impose est fascinante. Si l'humanité veut un jour atteindre les étoiles voisines, comme Alpha du Centaure, il faudra concevoir des ondes artificielles. Les sources citent le programme Breakthrough Starshot. J'en ai entendu parler, c'est avec des lasers, non ? Oui, l'idée c'est d'utiliser d'immenses batteries de laser sur Terre, tirant de concert pour frapper et pousser des voiles spatiales à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. L'évolution ultime de notre surfeur cosmique sera de devoir générer ses propres tempêtes d'énergie pour espérer traverser l'immensité. Voir créer sa propre tempête spatiale quand l'océan devient trop calme, c'est une pensée vraiment vertigineuse. Eh bien écoute, la prochaine fois qu'on observe l'horizon au crépuscule, que le vent tombe et que la mer se lisse, il suffira de lever les yeux vers la première étoile qui s'allume. Ce ciel d'apparence si tranquille n'est pas un vide silencieux. C'est clair. C'est un maelstrom gigantesque de champs magnétiques, de vents de plasma et d'énergie invisible. Un océan infini qui, avec un peu de génie, n'attend que ses futurs navigateurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour ceux qui nous écoutent, à la prochaine pour une nouvelle plongée cosmique.